C'était censé être une journée banale. Rien d'extraordinaire, juste une autre longue journée au bureau, suivie par le confort de retrouver mon foyer et ma femme, Éléonore. Mais parfois, la vie prend un tournant si brusque qu'elle vous coupe le souffle. Ce jour-là, tout ce que je pensais savoir s'est écroulé. Je ne me sentais pas bien ce matin-là. Un mal de tête lancinant et une fatigue générale m'accablaient. Mais j'ai tenu bon lors de mes réunions, répondant aux mails et enchaînant les présentations sans fin. À l'heure du déjeuner, cependant, je ne pouvais plus ignorer à quel point j'étais épuisé. J'ai décidé de terminer ma journée plus tôt et de rentrer. Je n'en ai pas informé Éléonore, pensant que ce n'était pas nécessaire. Elle était probablement à la maison, en train de regarder l'un de ses documentaires criminels ou de se perdre dans ses projets de décoration sur Pinterest. Quand je suis arrivé, la maison était inhabituellement silencieuse. Normalement, Éléonore m'accueillait sur le seuil, tout sourire et chaleur. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'avais épousée. Elle avait cette incroyable capacité à rendre le quotidien spécial. Mais ce jour-là, pas de bruit de pas, pas d'odeur de sa bougie à la lavande habituelle, juste le silence. Je suis entré, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Une veste, celle de mon frère, Thomas, était jetée sur le dossier de la chaise du salon. Mon estomac s'est noué. Que faisait Thomas ici en pleine journée? Thomas était charmant et magnétique, mais il avait le don de surgir sans y être invité. J'ai supposé qu'il était passé pour emprunter quelque chose ou tuer le temps. Pourtant, l'atmosphère de la maison me donnait la chair de poule. Puis je l'ai entendu. Des rires. Le rire d'Éléonore, doux et mélodieux, provenant de l'étage. Ce n'était pas le genre de rire qu'elle partageait en regardant la télévision. C'était intime, enjoué. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai hésité un instant, essayant de me convaincre que j'interprétais mal la situation. Peut-être regardaient-ils quelque chose ensemble, en évoquant une vieille histoire de famille. Je voulais tellement y croire. Mais tandis que je montais l'escalier, les rires se sont transformés en voix étouffées, puis en sons que je ne pouvais pas mal interpréter. Ma tête tournait, mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je me suis arrêté juste devant la porte de la chambre, la scène se jouant dans mon esprit avant même que je ne la voie. J'ai ouvert la porte lentement, silencieusement, sans savoir ce qui m'attendait, mais me préparant au pire. Et ils étaient là, Éléonore et Thomas, enlacés, dans le lit que nous partagions depuis des années. L'air a quitté mes poumons. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté là, pétrifié. Thomas a tourné la tête, et quand nos regards se sont croisés, il n'a pas bronché. Au contraire, il a esquissé un sourire en coin, comme s'il avait gagné un prix tordu. Mon propre frère. Quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas explosé de colère. Je n'ai pas hurlé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit, je viens d'envoyer une vidéo de toi à ta femme, aussi. Ma voix était calme, étrangement calme. Mais chaque mot était une lame. Le sourire a disparu du visage de Thomas, remplacé par la panique. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il bégayé en attrapant son téléphone. Éléonore s'est redressée, le visage livide, la bouche ouverte, cherchant des mots qui ne venaient pas. Je n'ai pas attendu d'explication. Il n'y avait rien à expliquer. J'ai fait demi-tour, regardant Thomas appeler frénétiquement Clara, son épouse. Je pouvais l'entendre hurler à travers le téléphone, exigeant des réponses. Sa voix a craqué alors qu'il essayait de se justifier, son charme inutile pour une fois. Clara n'y croyait pas, et moi non plus. Éléonore a commencé à pleurer, essayant de m'atteindre, disant que c'était une erreur. Mais je ne l'ai même pas regardé. Une erreur? Une erreur, c'est oublier de fermer la porte à clé. C'était un choix. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce, les laissant tous deux dans leur panique et leur culpabilité. En descendant l'escalier, ma tête oscillait entre colère, incrédulité et autre chose. Un soulagement. Le soulagement de ne plus être le pigeon qu'ils croyaient. Le soulagement d'avoir exposé leur trahison d'une manière qu'ils ne pouvaient nier ou détourner. Je me suis assis dans le salon, écoutant le chaos qui régnait à l'étage pendant que Thomas tentait de sauver ce qui restait de son mariage. C'est étrange comme je me sentais calme à ce moment-là, comme si mes émotions s'étaient éteintes pour me protéger du poids de ce que je venais de voir. Je ne pensais pas aux années passées avec Éléonore ou aux liens que je pensais avoir avec Thomas.
Je pensais à ce qui allait suivre, à la manière dont j'allais reprendre le contrôle de ma vie et laisser leur trahison derrière moi. Quand ils sont finalement descendus, le visage pâle et rempli d'effroi, je les ai simplement regardés et j'ai dit, maintenant, parlons de la suite. On pourrait croire qu'être jumeau signifie avoir un meilleur ami pour la vie. C'est ce que les gens me disaient toujours quand j'étais petit. Toi et Thomas, vous devez être inséparables, disait-il. Je souriais et j'acquiesçais, parce que, honnêtement, que pouvais-je faire d'autre? La réalité était bien loin de ce lien idyllique que les gens imaginaient. Aussi loin que je m'en souvienne, Thomas et moi avons toujours été comparés. Au début, c'était anodin. Qui a marché le premier? Qui a parlé le premier? Mais en grandissant, ces comparaisons ont commencé à faire mal. J'étais le jumeau intelligent, le responsable, le leader naturel. Thomas était le jumeau drôle, le décontracté, l'imprévisible. Lors des réunions de famille, les proches me tapotaient dans le dos pour mes réussites scolaires et disaient à Thomas, « Ne t'inquiète pas, tu trouveras ta voie. » Comme si être lui-même ne suffisait pas. Le ressentiment a commencé à monter lentement. Thomas balayait cela d'une plaisanterie, mais je pouvais le voir dans ses yeux, la frustration, la colère. Quand j'ai remporté le premier prix d'un concours scientifique au lycée, il a pris soin de saboter mon panneau de présentation la veille. Quand j'ai commencé à sortir avec ma première petite amie, il l'a charmée en quelques semaines. C'était la méthode de Thomas pour équilibrer les chances. S'il ne pouvait pas me battre, il me prendrait quelque chose. En vieillissant, la compétition est devenue moins directe, mais tout aussi intense. J'ai travaillé dur, obtenu un bon poste, construit une vie stable. Thomas, lui, a dérivé d'un projet à l'autre, sans jamais vraiment trouver sa place. Il débarquait au dîner de famille avec des histoires de plans grandioses, d'investissements immobiliers, de start-ups technologiques, tout ce qu'on veut. Aucun n'a jamais abouti, et nos parents me demandaient inévitablement de lui parler pour le ramener à la raison. Les réunions de famille sont devenues prévisibles. Thomas arrivait en retard, lançait son sourire charmeur et passait la soirée à faire des blagues à mes dépens. Tout le monde riait parce que Thomas était drôle, et je pouvais encaisser. C'est juste Thomas, disait-il. Mais sous l'humour, je sentais le tranchant de ses mots. La façon dont il essayait d'écailler l'image que j'avais construite. Quand j'ai présenté Éléonore à la famille, j'ai tout de suite vu le changement chez Thomas. Il a activé son charme comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Il n'essayait pas seulement de m'agacer. Il essayait de réclamer quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai haussé les épaules, car Éléonore ne semblait pas lui prêter beaucoup d'attention, et j'avais confiance en elle. C'était mon erreur. Je ne pense pas que Thomas ait jamais cessé de m'en vouloir. Chacune de mes réussites était comme un projecteur braqué sur ses échecs. Chaque compliment que je recevais était, dans son esprit, un rappel de ce qu'il n'avait pas. Au fil des ans, j'ai essayé de combler le fossé entre nous. Je lui ai offert de l'aide quand il était en difficulté, je l'ai défendu quand d'autres l'ont ignoré, et je l'ai inclus dans ma vie, même quand ce n'était pas pratique. Je voulais croire que nous pouvions avoir le lien que les gens attendaient. Mais Thomas ne voulait pas d'un frère. Il voulait un rival. Avec le recul, je vois les signes avant-coureurs. La façon dont les blagues de Thomas sur Éléonore devenaient un peu trop personnelles. La façon dont il débarquait chez nous sans prévenir, toujours avec une excuse bidon. La façon dont il s'attardait un peu trop longtemps en disant au revoir. Mais j'ai écarté tout cela, me convainquant qu'il ne franchirait pas cette limite. C'était mon frère. Après tout, le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Sauf que Thomas n'a jamais vu les choses ainsi. Pour lui, je n'étais pas son frère. J'étais l'étalon or qu'il ne pourrait jamais atteindre, l'obstacle qu'il ne pourrait jamais surmonter. Et quand il a vu l'occasion de me prendre quelque chose, il n'a pas hésité. Il ne m'a pas seulement trahi. Il a rendu ça personnel. Il voulait que je le voie gagner, que je ressente enfin la piqûre de la défaite. C'est pourquoi il a souri quand je l'ai surpris dans mon lit. Il pensait avoir enfin trouvé un moyen de me battre. Mais Thomas m'a sous-estimé. Il l'a toujours fait. Je n'allais pas le laisser s'en tirer indemne. J'avais passé ma vie à réparer ses erreurs, à le laisser s'en tirer avec ses petites victoires. Pas cette fois. Cette fois, je ferai en sorte qu'il comprenne exactement ce que signifiait tout perdre. En le regardant paniquer, tripoter son téléphone pour appeler Clara,
j'ai ressenti une étrange clarté. Ce n'était pas seulement à propos d'Éléonore ou de la liaison. C'étaient des années de ressentiment refoulés qui atteignaient enfin leur paroxysme. Thomas pensait pouvoir prendre ce qui était à moi et s'en aller indemne. Mais pour la première fois de sa vie, il allait affronter les conséquences de ses actes. Et je n'allais pas lever le petit doigt pour l'aider. En y repensant, je me demande quand cela a commencé. La liaison. Je veux dire, pas seulement la partie physique, mais la connexion qui s'est créée entre Éléonore et Thomas, celle que j'étais trop aveugle pour voir. Est-ce que c'était ce premier dîner de famille où Thomas est arrivé en retard, affichant son sourire légendaire et faisant tourner toutes les têtes dans la pièce? Ou était-ce plus tard, lors de ses visites impromptues quand je n'étais pas là, et que Thomas semblait toujours avoir une excuse pour passer? Éléonore a rencontré Thomas quelques semaines après le début de notre relation. J'avais toujours été transparent sur le fait que j'avais un frère jumeau, bien que je n'ai pas détaillé notre relation compliquée. À l'époque, je ne pensais pas que ça importait. Éléonore était chaleureuse et ancrée dans la réalité, le genre de femme qui mettait tout le monde à l'aise. Thomas, en revanche, était imprévisible. Charmant un instant, insupportable l'instant d'après. Je ne pensais pas qu'ils auraient beaucoup à se dire, mais j'ai sous-estimé la capacité de Thomas à capter l'attention. La première fois qu'ils se sont rencontrés, nous étions à un dîner de famille. J'ai présenté Éléonore à tout le monde, et elle a fait l'unanimité. Ma mère l'adorait. Mon père a donné son approbation silencieuse, et mes cousins étaient aux petits soins. Mais Thomas, lui, a agi comme s'il la connaissait depuis des années. Il racontait des blagues, la taquinait sur ses goûts cinématographiques, et a même fait un pari avec elle sur une question de culture générale stupide. Éléonore a ri à ses facéties, et je n'y ai pas prêté attention. C'était juste Thomas étant Thomas. Dans les mois qui ont suivi, Thomas a commencé à apparaître plus souvent. Au début, cela semblait innocent. Il passait emprunter des outils ou récupérer quelque chose qu'il avait oublié lors d'une visite précédente. Mais ensuite, les visites sont devenues plus fréquentes et ses excuses plus légères. J'étais dans le quartier, disait-il. Où je voulais juste prendre de vos nouvelles. Cela ne me dérangeait pas trop. Je voulais croire que Thomas essayait de se reconnecter pour construire le type de relation que nous n'avions jamais vraiment eu en tant que frères. Et Éléonore, toujours l'hôte gracieux, l'a accueilli à bras ouverts. Je n'ai pas remarqué le changement tout de suite. C'était subtil au début. Éléonore riant un peu trop fort aux blagues de Thomas. Thomas s'attardant un peu trop longtemps au moment des départs. Ensuite, il y a eu les conversations privées. Je rentrais pour les trouver en train de discuter dans le salon, les têtes rapprochées, les voix basses, juste en train de prendre des nouvelles, disait-il. Et je les ai crus. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Éléonore était ma femme et Thomas était mon frère. Je leur faisais confiance à tous les deux. Il y a eu un moment, cependant, qui m'est resté en tête. Nous organisions un barbecue et Thomas avait apporté sa touche habituelle, retournant les burgers d'une main tout en faisant rire tout le monde de l'autre. À un moment donné, Éléonore a renversé quelque chose sur sa chemise, et Thomas a immédiatement sauté sur l'occasion pour l'aider, attrapant une serviette et tamponnant la tache. C'était assez innocent, mais la façon dont ils se sont regardés un peu trop longtemps a fait se nouer mon estomac. J'ai écarté cette pensée, me disant que j'imaginais des choses, mais la graine du doute était semée. Éléonore et moi avions toujours été solides. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle n'était pas du genre à se plaindre ou à chercher des conflits, mais maintenant je me demande si cela faisait partie du problème. Se sentait-elle négligée, sous-estimée? Je travaillais de longues heures, certes, mais c'était pour nous, pour la vie que nous construisions ensemble. Je pensais qu'elle comprenait cela. Je pensais qu'elle était heureuse. Mais peut-être que Thomas lui offrait quelque chose que je ne pouvais pas. De l'attention, de la spontanéité, une évasion de la routine de notre mariage. Ce n'est pas facile d'admettre que votre femme a peut-être trouvé quelque chose chez quelqu'un d'autre, surtout quand ce quelqu'un est votre propre jumeau. La trahison ne concerne pas seulement l'acte lui-même. C'est à propos des choix qui y ont conduit. Les regards volés, les conversations silencieuses, les moments de connexion auxquels je ne prenais pas part. Ils ont fait des choix petits, apparemment insignifiants, qui ont construit un pont entre eux et m'ont repoussé plus loin. Je pense que le pire, c'est de savoir que Thomas n'a pas seulement trahi. Il a utilisé sa compréhension de moi pour atteindre Éléonore.
Il connaissait mes faiblesses, mes angles morts. Il savait quand j'étais trop occupé pour remarquer les fissures qui se formaient. Et Éléonore l'a laissé entrer, sachant pertinemment ce que cela signifierait pour nous, pour notre mariage. Au moment où je les ai surpris au lit ensemble, leur connexion ne faisait plus de doute. Elle était indéniable. Le sourire en coin de Thomas quand il m'a vu n'était pas juste de l'arrogance. C'était une déclaration. Il n'était pas désolé. Il n'avait pas honte. Il était fier de ce qu'il m'avait pris, comme si cette trahison était une forme tordue de victoire. Mais Éléonore, son visage racontait une autre histoire. Il y avait de la culpabilité, certes, mais aussi autre chose. Du regret. Pas pour la trahison elle-même, mais pour s'être fait prendre. Elle avait fait son choix bien avant ce moment. Et maintenant, elle devait faire face aux conséquences. Quelle que soit la connexion qu'ils avaient, quelle que soit l'étincelle ou le frisson qu'elle pensait avoir trouvé avec Thomas, cela ne valait pas ce qu'elle était sur le point de perdre. Et c'est à cela que je me suis raccroché en sortant de cette chambre. Ils pouvaient garder leur connexion, leurs secrets partagés et leurs moments volés. Je ne voulais en faire partie. Qu'ils gèrent les retombées. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Ma dignité, ma santé mentale et mon avenir sans eux. Au moment où les mots ont quitté ma bouche. Je viens d'envoyer une vidéo de toi à ta femme, aussi. Tout a changé. Le sourire en coin de Thomas, ce sourire suffisant et exaspérant, s'est évaporé plus vite que je n'aurais pu l'espérer. Son visage s'est déformé sous le choc et la panique. Et pour la première fois de nos vies, j'avais l'avantage. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? A balbutié Thomas, attrapant son téléphone avec des mains tremblantes. Il a tâtonné avec l'écran, marmonnant entre ses dents alors qu'il essayait désespérément d'appeler Clara, sa femme. Clara, forte, intelligente, farouchement indépendante. Clara n'était pas du genre à tolérer la trahison, et Thomas le savait. Sa voix a craqué alors qu'il prononçait son nom, sa fanfaronnade s'effondrant sous mes yeux. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés, le regardant se décomposer. « Vas-y » ai-je dit, mon ton froid et délibéré. « Appelle-la. Vois comment ça se passe pour toi. » Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, puis Clara a décroché. Même d'où j'étais, je pouvais entendre le venin dans sa voix. « C'est quoi ce délire, Thomas » a-t-elle aboyé. « Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Le visage de Thomas a viré au pâle, et il a bégayé. « Clara, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. » Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire amer à cela. Ce n'est pas ce que tu crois. L'audace. Thomas m'a lancé un regard noir, mais il n'avait aucun pouvoir. Il savait qu'il était acculé, et il n'y avait aucune issue. Ce n'est pas ce que tu crois. La voix de Clara était assez forte maintenant pour qu'Éléonore l'entende depuis le coin où elle se tenait, figée et pâle. Tu es au lit avec la femme de ton frère, Thomas. Quelle partie de ceci n'est pas ce que je crois? Thomas s'est empêtré, cherchant ses mots, mais Clara n'avait pas fini. Tu es dégoûtant. Tu m'entends? Dégoûtant. Ne rentre pas à la maison. N'y pense même pas. C'est fini. L'appel s'est terminé par un clic, et le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas est resté là, le téléphone toujours pressé contre son oreille comme s'il espérait que Clara rappelle, mais elle ne le ferait pas. Il le savait. Je le savais. Éléonore a finalement retrouvé sa voix, chuchotant. Thomas, je ne voulais pas que ça arrive. Je l'ai coupé. Ne t'en donne pas la peine, ai-je dit, mon regard fixé sur Thomas. Aucun de vous ne voulait que ça arrive, n'est-ce pas? C'est juste arrivé. N'est-ce pas là l'histoire? Thomas s'est tourné vers moi, son expression passant de la panique à la colère. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-il exigé, la voix tremblante. Tu aurais juste pu me parler. Tu n'avais pas besoin d'entraîner Clara là-dedans. Je me suis approché, ma voix tombant à un ton bas et dangereux. Pourquoi je ferais ça? Tu es sérieux, Thomas? Tu es dans ma maison, dans ma chambre avec ma femme, et tu me demandes pourquoi je vous ai exposé? Tu n'as plus le droit de faire des exigences. Il a essayé de soutenir mon regard, mais il ne pouvait pas. Ses épaules se sont affaissées, et il s'est affalé sur le bord du lit comme un homme qui venait de réaliser à quel point il était tombé. Clara va me quitter,
a-t-il marmonné, presque pour lui-même. Tant mieux, ai-je dit brutalement. Elle mérite mieux que toi. Éléonore s'est avancée alors, la voix tremblante. Noah, s'il te plaît. Je me suis tourné vers elle, la coupant à nouveau. Non. Juste non. Je ne veux pas l'entendre. Pas maintenant. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage, mais je n'ai rien ressenti. Quel que soit l'amour ou la sympathie que j'aurais pu avoir pour elle, tout était enterré sous le poids de sa trahison. La pièce était étouffante, remplie de leur culpabilité et de ma rage. J'avais besoin de sortir. En me tournant vers Thomas, j'ai dit, tu dois partir maintenant. Thomas n'a pas bougé au début, serrant toujours son téléphone comme si c'était une sorte de bouée de sauvetage. Où suis-je censé aller, a-t-il demandé faiblement. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Juste pas dans le mien. Il s'est levé lentement, jetant un regard à Éléonore, qui semblait aussi perdue que lui, mais aucun d'eux n'a ajouté un mot alors qu'il sortait en traînant les pieds. Je les ai suivis jusqu'à la porte, regardant Thomas tâtonner avec ses clés de voiture. Alors qu'il montait dans son véhicule, je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit, « Oh, et Thomas, Clara est une femme intelligente. Elle fera en sorte que tu perdes tout. Tu ferais bien de t'y préparer. » Il n'a pas répondu. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste démarré la voiture et est parti, me laissant là sur le seuil, l'esprit en ébullition. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Je n'avais pas encore de plan. Mais pour l'instant, j'étais content d'une chose. La suffisance de Thomas avait disparu, remplacée par la peur et le regret. Ce n'était plus lui qui avait le contrôle. C'était moi, et j'avais l'intention de le garder ainsi. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence dans la maison était assourdissant. Je suis resté là un moment, fixant l'espace qu'il venait d'occuper, essayant de traiter le tourbillon d'émotions qui faisait rage en moi. Colère, trahison, tristesse, soulagement. C'était un mélange étrange, mais la seule chose que je ne ressentais pas, c'était du regret. Exposer Thomas et Éléonore pour ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était nécessaire. Je suis retourné dans le salon et je me suis affalé sur le canapé. Mon corps semblait lourd, comme si toute l'énergie m'avait été drainée. Mon téléphone a vibré sur la table basse, et j'ai instinctivement tendu la main. C'était un message de Clara. Merci de me l'avoir dit. Je m'occupe de lui à partir d'ici. Court, direct. Clara n'était pas du genre à gaspiller les mots, et ce message confirmait ce que je savais déjà. La vie de Thomas était sur le point d'imploser. Clara était une battante, et elle ne le laisserait pas s'en tirer facilement. Un instant, j'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont il m'avait souri en coin, si sûr de sa victoire. Ce moment resterait gravé dans mon esprit pour toujours. J'ai pensé à appeler mes parents. Ils méritaient de savoir ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Mais ensuite, j'ai hésité. Comment amorcer cette conversation? Et, maman et papa, devinez quoi? Thomas a couché avec ma femme. Non, je ne pouvais pas faire ça. Pas encore. C'était un désordre que je devais régler seul. Au moins pour le moment. Les heures passèrent lentement, la maison semblant plus vide que jamais. J'ai erré dans la cuisine, distraitement, ouvrant des placards et les refermant. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour me distraire. Mon esprit continuait à repasser la scène en boucle, amplifiant à chaque fois la douleur. La trahison d'Éléonore faisait mal. Mais celle de Thomas, elle coupait encore plus profondément. Il n'était pas seulement mon frère. Il était mon jumeau. Nous avions tout partagé. Anniversaire, souvenirs d'enfance, blagues privées. Et pourtant, il était là, en train de tout jeter par la fenêtre. Pourquoi? Une aventure? Une chance de gagner une compétition imaginaire qu'il menait contre moi toute sa vie? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont il m'avait regardé quand j'étais entré dans la chambre. Ce sourire, ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était du triomphe. Thomas avait voulu que je le voie, que je ressente tout le poids de sa trahison, et c'est ce qui piquait le plus. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester dans cette maison plus longtemps.
Ce n'était pas seulement le silence. C'étaient les souvenirs. Partout où je regardais, il y avait un rappel de la vie que je pensais avoir. La table de la salle à manger où Éléonore et moi avions partagé d'innombrables repas. Le canapé où nous avions regardé nos séries préférées. Même le lit à l'étage, désormais entaché par leur trahison. J'ai pris mes clés et j'ai conduit sans but pendant un moment, laissant le bourdonnement du moteur couvrir mes pensées. Finalement, je me suis retrouvé garé devant la maison de Clara. Je n'avais pas prévu de venir ici, mais cela semblait juste. Je suis sorti de la voiture et j'ai frappé à la porte. Clara a ouvert, son visage mêlant colère et épuisement. Elle n'a rien dit au début, elle s'est juste écartée pour me laisser entrer. Je l'ai suivie jusqu'au salon où elle s'est effondrée dans un fauteuil et m'a fait signe de m'asseoir. « Tu veux boire quelque chose ?» a-t-elle demandé, la voix plate. « Bien sûr », ai-je dit, bien que je ne fusse pas sûr de ce dont j'avais le plus besoin, du whisky ou de l'eau. Elle est revenue avec 2 verres de vin, m'entendant en avant de s'asseoir à nouveau. Nous sommes restés en silence un moment, tous deux fixant le sol. Finalement, Clara a parlé. J'ai toujours pensé qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Je n'ai juste. Je ne pensais pas que ce serait avec elle. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée de vin. Je ne pensais pas que Thomas pouvait tomber si bas, mais je suppose que je ne devrais pas être surpris. Clara a ri amèrement. Il a toujours été jaloux de toi, n'est-ce pas? Je veux dire, je l'ai vu au fil des ans. La façon dont il essaie de te surpasser, la façon dont il parle de toi. Je ne pensais juste pas qu'il irait aussi loin. Moi non plus, ai-je admis. Mais nous y voilà. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires et comblant les lacunes. Clara m'a raconté à quel point Thomas agissait de manière distante ces derniers temps, comment il avait commencé à rentrer de plus en plus tard. Je lui ai parlé des signes subtils que j'avais manqués avec Éléonore, les conversations privées, les regards insistants. Au moment où je suis parti, nous nous sentions tous les deux un peu plus légers, bien que la douleur fût loin d'être partie. Quand je suis rentré chez moi, la maison était exactement comme je l'avais laissée, silencieuse et étouffante. Mais maintenant, il y avait un sentiment de détermination qui se construisait en moi. Ce n'était pas fini. Loin de là. Thomas et Éléonore avaient fait leur choix, et maintenant, il était temps pour eux d'affronter les conséquences. Je ne savais pas à quoi ressembleraient les prochaines étapes. Papier de divorce, retombées familiales, explications sans fin. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas laisser cela me briser. Thomas pensait avoir gagné, mais le jeu n'était pas terminé. Pas encore. Les jours suivants ont passé dans un flou d'appels téléphoniques, de paperasse et de pensées incessantes. Je savais ce qui devait être fait. Je ne pouvais pas rester marié à Éléonore après ce qu'elle avait fait, et je ne pouvais certainement pas maintenir la moindre semblance de relation avec Thomas. La trahison avait coupé trop profondément, laissant des blessures que même le temps ne guérirait pas. Déposer une demande de divorce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule option. J'ai contacté un avocat le lendemain du séisme. La conversation était clinique, dénuée de la tempête émotionnelle que je sentais bouillir à l'intérieur. L'avocat a posé des questions sur les actifs, la garde. Heureusement, Éléonore et moi n'avions pas d'enfants. Et les preuves. Quand j'ai mentionné la vidéo, ils m'ont assuré que cela rendrait les choses rapides et définitives. Éléonore ne m'a pas combattu là-dessus, ce qui était surprenant. Elle semblait presque résignée quand je lui ai tendu les papiers. « Je mérite ça », a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle. Elle a fait ses cartons tranquillement au cours des jours suivants. Chaque boîte qu'elle emportait ressemblait à un morceau de clôture. Mais Thomas n'a pas rendu les choses faciles. Cela a commencé par des appels téléphoniques, des dizaines. Au début, ils étaient colériques. « Pourquoi as-tu dû envoyer la vidéo à Clara ?» a-t-il crié la première fois que j'ai décroché. « Tu as ruiné ma vie. » J'ai raccroché. Il a rappelé. « Je n'essayais pas de te faire du mal, Noah. C'est juste arrivé. On ne peut pas passer à autre chose ? Passer à autre chose ? » L'audace pure de ces mots m'a presque fait rire. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter, mais Thomas n'était pas du genre à accepter un non pour réponse. Quand les appels ont cessé de fonctionner, il s'est présenté à ma porte. Je ne l'ai pas laissé entrer.
Au lieu de cela, je suis resté sur le perron, les bras croisés, le regardant se tortiller. Que veux-tu, Thomas? J'ai besoin de te parler en face à face, a-t-il dit, l'air sincèrement désespéré. Il n'y a rien à se dire, ai-je répondu froidement. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Noah, s'il te plaît, a-t-il supplié. Mais j'ai claqué la porte au nez. Ce n'était pas par colère. Pas entièrement. C'était une question d'autoprotection. Laisser Thomas revenir dans ma vie, même pour un instant, me donnait l'impression d'inviter un serpent dans ma maison. Pendant ce temps, Clara traînait Thomas devant le tribunal. Elle ne se contentait pas de demander le divorce. Elle visait tout. Pension alimentaire, une part de ses actifs, même la maison. Et honnêtement, j'étais de tout cœur avec elle. Si quelqu'un méritait de repartir avec rien, c'était Thomas. Nos parents, bien sûr, s'en sont mêlés. Ils étaient dévastés quand ils l'ont découvert, bien que pas entièrement surpris. Nous avons toujours su que Thomas était difficile, a admis ma mère lors de l'une de nos conversations tendues. Mais ça, je ne sais même pas quoi dire. Papa était moins indulgent. Il est mort pour moi, a-t-il dit brutalement. On ne fait pas ça à la famille. Cela aurait dû faire du bien d'avoir leur soutien, mais ce n'était pas le cas. Rien de tout cela ne faisait du bien. Éléonore, de son côté, a essayé de rester hors des projecteurs. Elle a emménagé chez une amie et a évité tout contact avec quiconque de mon entourage. De temps en temps, je reçois un message d'elle. Des excuses, une supplique pour le pardon, mais je n'ai jamais répondu. Quel était l'intérêt? La pardonner ne changerait pas ce qu'elle avait fait. Les procédures judiciaires ont avancé rapidement grâce à la montagne de preuves contre Éléonore et Thomas. Au moment où le divorce a été finalisé, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était pas du bonheur exactement, mais c'était proche. Clara et moi sommes restés en contact tout au long de tout cela. C'était une force avec laquelle il fallait compter, gérant la situation avec une grâce et une force que je ne pouvais qu'admirer. Nous nous sommes rencontrés quelques fois pour échanger des mises à jour et évacuer nos frustrations partagées. Ces conversations étaient une bouée de sauvetage, un rappel que je n'étais pas seul dans ce pétrin. Un soir, en prenant un café, elle m'a demandé « Est-ce que tu penses qu'il regrette ?» J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Je pense que Thomas regrette de s'être fait prendre. Je pense qu'Éléonore regrette d'avoir perdu la vie que nous avons construite, mais est-ce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, et honnêtement, je m'en fiche. Clara a hoché la tête, son expression pensive. Oui, je ressens la même chose. Au moment où tout a été réglé, divorce finalisé, actifs divisés, liens coupés, j'ai eu l'impression que je pouvais enfin respirer à nouveau. Le poids de leur trahison était toujours là, mais il était plus léger maintenant, moins étouffant. J'avais survécu à la tempête, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais voir une lueur d'espoir à l'horizon. Thomas et Éléonore, en revanche, ne s'en sortaient pas aussi bien. Thomas a tout perdu, son mariage, sa réputation et une bonne partie de ses économies. Grâce à la poursuite incessante de la justice par Clara, Éléonore n'était pas beaucoup mieux lotie, vivant dans un petit appartement et occupant un emploi qu'elle détestait clairement. Et moi, je reconstruisais. Lentement mais sûrement, je retrouvais le chemin vers moi-même. Les blessures qu'ils ont laissées prendraient du temps à guérir, mais j'étais déterminé à ne pas les laisser me définir. J'étais libre, et cette liberté valait chaque étape douloureuse du voyage. Une fois la poussière juridique retombée, la vie semblait étrangement calme. Le divorce était finalisé, les actifs divisés, et Éléonore était officiellement partie. Pourtant, le vide dans la maison était étouffant. Chaque pièce semblait hantée par des souvenirs. À la fois les bons qui ressemblent désormais à des mensonges et les mauvais que je n'avais pas réalisés en train de se former jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne voulais pas vivre dans un endroit si profondément lié à la trahison. Alors, j'ai commencé à faire des changements. La chambre était la première. Le lit, les rideaux, même la peinture sur les murs. Tout devait disparaître. Je l'ai démonté pièce par pièce, le remplaçant par des choses qui me ressemblaient plus. Ce n'était pas seulement une question de redécoration. C'était une question de réappropriation de mon espace, de mon identité, de ma vie. Mais la guérison n'était pas aussi simple que de changer les meubles.
La trahison a laissé des cicatrices plus profondes que ce à quoi je m'attendais. Certaines nuits, je m'asseyais sur le canapé et je repassais la scène dans ma tête. Le sourire suffisant de Thomas, le visage pâle d'Éléonore, le son de la voix furieuse de Clara au téléphone. C'était une boucle que je ne pouvais pas arrêter. Clara et moi sommes restés en contact. Cela a commencé par des mises à jour sur les procédures judiciaires, ce que disaient les avocats, comment progressaient les règlements de divorce. Mais avec le temps, nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous partagions nos frustrations, notre douleur, et même des moments d'humour noir sur le désordre que Thomas et Éléonore avaient créé. Je ne peux pas croire que j'ai épousé quelqu'un d'aussi aveugle aux conséquences, a dit Clara lors de l'un de nos appels. Toi et moi, les deux, ai-je répondu. Mais, au moins ils sont l'un l'autre maintenant. Nous avons tous les deux ri, bien qu'il n'y ait aucune joie là-dedans. La spirale descendante de Thomas et Éléonore était difficile à ignorer. Thomas a tout perdu. Sa femme, sa réputation, sa stabilité financière. Clara s'en est assurée. Son avocat était implacable, et Thomas a fini par payer cher, littéralement et figurativement. Il a dû vendre sa voiture, emménager dans un appartement exigu, et prendre plusieurs emplois à temps partiel juste pour survivre. Éléonore ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Elle a emménagé dans un minuscule appartement délabré de l'autre côté de la ville et a pris un travail dans un café local. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle ne gérait pas bien les choses. Elle avait l'air fatiguée et renfermée, une ombre de la femme vibrante que j'avais connue. Un jour, Clara et moi nous sommes rencontrés pour un café, et la conversation est devenue réflexive. « Penses-tu qu'il soit heureux maintenant » a-t-elle demandé en remuant sa boisson distraitement. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Je ne pense même pas qu'il sache ce qu'est le bonheur. Il pensait que leur aventure était excitante, quelque chose pour laquelle il valait la peine de tout risquer, mais maintenant ils ne font que gérer les retombées. Clara a hoché la tête. C'est drôle, n'est-ce pas? Ils pensaient être si intelligents, si intouchables, et maintenant ils n'ont rien. C'était vrai. Thomas et Éléonore avaient pensé pouvoir construire quelque chose à partir de la trahison, que leur connexion pourrait résister aux débris qu'ils avaient causés. Mais le poids de leur choix était trop lourd. Leur relation s'est effondrée sous la pression. J'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'ils avaient commencé à se disputer constamment. Leur liaison autrefois secrète était maintenant un désastre public. Thomas, qui avait toujours compté sur son charme pour s'en sortir, s'est retrouvé seul. Les gens qui l'admiraient autrefois pour son charisme voyaient maintenant ce qu'il était, un homme prêt à trahir son propre frère. Éléonore, quant à elle, semblait dériver dans la vie, incapable de se raccrocher à quoi que ce soit de significatif. Quant à moi, je reconstruisais. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à me retrouver. Je me suis plongé dans le travail, j'ai redécouvert d'anciens passe-temps et j'ai passé plus de temps avec des amis qui me rappelaient la personne que j'étais autrefois. J'ai même commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. Clara est devenue une grande partie de ce voyage. Notre expérience partagée a créé un lien difficile à décrire. Elle comprenait la douleur, la colère et les doutes persistants comme personne d'autre ne pouvait le faire. Avec le temps, nos conversations sont devenues moins axées sur Thomas et Éléonore et plus sur nous-mêmes. Un soir, alors que nous marchions dans un parc calme, Clara a dit quelque chose qui est resté avec moi. Tu sais, je pensais que ce qu'ils avaient fait me définirait pour toujours, que ce serait cette marque noire sur ma vie, mais maintenant je vois les choses différemment. Ce ne sont qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Elle avait raison. Thomas et Éléonore faisaient partie de mon histoire, mais ils n'en étaient pas la fin. Leur trahison m'avait profondément blessé, mais elle m'avait aussi forcé à grandir de manière que je n'aurais jamais cru possible. Finalement, la douleur a commencé à s'estomper. Elle n'a pas disparu complètement. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais elle a cessé de me consumer. J'ai appris à rire à nouveau, à trouver de la joie dans les petites choses et à m'ouvrir à la possibilité d'un avenir plus brillant. Quant à Thomas et Éléonore, ils sont devenus des souvenirs lointains, des vestiges d'un passé sur lequel je ne me souciais plus de m'attarder. Leurs vies ont continué à s'enrouler. Thomas a perdu emploi sur emploi. Son charme autrefois célébré était maintenant inutile. Éléonore, accablée par la culpabilité et le regret, a sombré dans l'obscurité. Leur relation construite sur des mensonges et la trahison ne pouvait pas survivre à la réalité qu'ils avaient créée.
J'ai avancé, laissant leur chaos derrière moi. Mes journées sont devenues plus lumineuses, mais pas plus légères. Je n'étais plus défini par leurs actions. Ce n'étaient que deux personnes qui avaient fait des choix qui ont détruit leur vie, mais pas la mienne. J'avais récupéré mon histoire, et je n'allais pas les laisser écrire un seul mot de plus. La liberté. C'est ce que j'ai ressenti en fermant ce chapitre. La vraie liberté. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais pour moi-même. Et pour cela, j'étais reconnaissant. La vie après la trahison ne consiste pas à effacer la douleur. Il s'agit d'apprendre à vivre avec et à avancer. Au fil du temps, les blessures laissées par Éléonore et Thomas ont commencé à guérir. Elles n'ont pas disparu entièrement. Des cicatrices comme celle-là ne disparaissent jamais, mais elles sont devenues moins à vif, moins envahissantes. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau, comme si je pouvais vivre sans constamment regarder par-dessus mon épaule ou remettre en question tout ce que je pensais savoir. Je me suis plongé dans la reconstruction de ma vie. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. La maison que j'avais partagée avec Éléonore ressemblait à un musée de souvenirs que je ne voulais plus garder. Alors, j'en ai fait le mien. J'ai remplacé les meubles, repeint les murs et les transformé en un espace qui reflétait qui j'étais maintenant, pas qui j'avais été avec elle. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était une question de réappropriation de mon identité, pièce par pièce. Mon attention s'est tournée vers des choses qui comptaient vraiment. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années, repris des passe-temps que j'avais oubliés depuis longtemps, et j'ai même commencé à faire du mentorat dans un centre pour jeunes. C'était gratifiant d'investir mon énergie dans quelque chose de significatif, quelque chose qui n'était pas entaché par la trahison que j'avais endurée. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais en dehors de l'ombre des actions de Thomas et d'Éléonore. Clara est restée une présence constante pendant cette période. Ce qui a commencé comme une douleur partagée à propos de nos ex-conjoints s'est transformé en une amitié authentique. Nous n'avions plus besoin de parler de Thomas et d'Éléonore. Ils n'étaient devenus que peu plus que des notes de bas de page dans nos conversations. Au lieu de cela, nous partagions des rêves, des objectifs et des rires. Clara avait un optimisme contagieux, une conviction que la vie pouvait encore être belle malgré tout ce que nous avions traversé. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc de parc en regardant le coucher du soleil, Clara a dit quelque chose qui m'a frappé. « Tu sais, je pensais que c'était la fin, que la trahison de Thomas me définirait pour toujours. Mais maintenant, je vois cela comme un nouveau départ, une chance de repartir à zéro. » Elle avait raison. Ce que Thomas et Éléonore avaient fait n'avait pas besoin d'être le moment déterminant de ma vie. C'était un chapitre, certes, mais pas toute l'histoire. J'avais le pouvoir de décider comment le reste de mon histoire se déroulerait. Les vies de Thomas et Éléonore, en revanche, ont continué à s'enrouler. J'en entendais des bribes par le bouche à oreille. Thomas rebondissant entre les emplois, luttant pour rester à flot financièrement. Éléonore dérivant d'une situation de logement temporaire à une autre. Sa personnalité autrefois vibrante terne par le regret. Leur relation n'a pas duré longtemps sous le poids de sa propre toxicité. Sans le frisson du secret et de la trahison, ils n'avaient rien pour les maintenir ensemble. Ils se sont effondrés aussi rapidement qu'ils s'étaient réunis. Il y a eu un temps où j'aurais pu ressentir de la satisfaction dans leur misère. Mais maintenant je ne ressentais que de l'indifférence. Leur chute était de leur propre fait. Et ce n'était plus mon souci. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Mon propre bonheur, mon propre avenir. Au fil des années, je me suis senti sincèrement content. Mes amitiés se sont approfondies, mon travail a prospéré, et mes journées ont été remplies de moments de joie et de paix. Les cicatrices de la trahison étaient toujours là, mais elles ne me définissaient plus. Au lieu de cela, elles servaient de rappel de ma résilience, de la force qu'il a fallu pour avancer. Clara et moi sommes restés proches, notre lien se renforçant avec le temps. Elle avait son propre voyage de guérison, sa propre histoire à écrire, mais nous nous sommes soutenus mutuellement comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Il y a eu des moments où je me suis demandé si notre amitié pourrait évoluer vers quelque chose de plus. Mais je n'ai pas précipité les choses. Je voulais être sûr. Sûr que j'étais prêt, sûr que je ne porterais pas les bagages du passé dans quelque chose de nouveau. Un jour, Clara a dit, « Tu mérites d'être heureux, Noah. Vraiment heureux. Ne laisse pas ce qu'ils ont fait te retenir. »
Ces mots sont restés gravés en moi. Pendant si longtemps, je m'étais concentré sur la survie, sur la reconstruction, que je n'avais pas pris le temps de penser à ce à quoi le bonheur pouvait ressembler pour moi maintenant. Lentement, je me suis autorisé à rêver à nouveau, à imaginer un avenir rempli d'amour, de confiance et de possibilités. Au moment où j'ai pleinement embrassé ce nouveau chapitre, Thomas et Éléonore étaient des souvenirs lointains. Je ne savais pas ce qu'il était advenu d'eux, et je m'en fichais. Leurs choix avaient façonné leur vie, tout comme les miens avaient façonné les miennes. La différence était que j'avais choisi de m'élever, de construire quelque chose de meilleur. Alors que je regardais vers l'avenir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. L'espoir de nouveaux départs, de connexions significatives, d'une vie qui n'était pas définie par la trahison, mais par la croissance et la résilience. C'était mon histoire, et j'étais prêt à écrire le chapitre suivant. Ce ne serait pas parfait. La vie ne l'est jamais, mais ce serait la mienne.